Ils sortaient à peu près, allez, j'exagère à peine, mettons une planche toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures. On les a regardés travailler un moment avec ma table. Je me suis juré que jamais j'irais travailler aux États-Unis. En 90. Les choses ont changé, c'est sûr. Mais toujours, je fais mon capitaine Europa. J'ai toujours remercié le ciel d'être en Europe, en France, et d'être un artisan. De faire un travail tout à fait indépendant. Bon, mauvais, ça c'est au public d'en juger, aux éditeurs. Et ne pas subir trop d'influence. Et de pouvoir me diversifier. Ce qui est étonnant aux États-Unis, c'est qu'il n'y a aucune diversification. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, monsieur, vous qui êtes versé dans la BD, et vous, certainement, si vous êtes là, pourquoi les États-Unis n'ont-ils jamais raconté leur histoire en BD, ou très très peu? Pourquoi n'ont jamais-ils imité, par exemple, le cinéma d'Hollywood? Pourquoi qui, lui, raconte des histoires du monde, de l'humanité? Tout à l'heure, je parlais de Ben-Hur, etc. Ou si je reviens au cinéma de John Ford, les grands westerns, pourquoi n'ont-ils jamais fait, n'ont-ils jamais raconté la guerre de sécession en bande dessinée? Pourquoi, toujours à sens unique, c'est du super-héros? On peut citer quelques exceptions, bien sûr, qui font la règle. Pourquoi n'ont-ils jamais fait comme chez nous en Europe, où nous parlons de nous-mêmes? Je pose la question. Pourquoi? Paul, c'est un avis que tu partages? Je pense que ça a été vrai pendant très longtemps, mais que ça a beaucoup changé. Le super-héros n'est plus aussi dominant que ce qu'on croit dans les publications actuelles. D'ailleurs, même chez Marvel, il commence à se diversifier à l'intérieur même de la maison du super-héros. Mais ce qu'on appelle l'indépendant maintenant n'est plus si indépendant. Il y a des énormes boîtes comme Image qui publient que des créations d'auteurs qui, je pense, qui font pas lire d'envie la plupart des créateurs européens. Nous connaissons aussi l'anthropologie. Si, maintenant si. Alors c'est récent, c'est très récent, mais hier, 10 ans. Mais si Image est réellement en train de devenir un nouvel empire, tu parlais notamment de Mark Millar, de Warren Ellis, de tous ces scénaristes qui se retrouvent, Panini se retrouve à publier Mark Millar, donc avec un titre qui est en compétition. D'ailleurs, que ce soit Marvel ou DC, ils ont chacun leur branche. Alors, voilà, plus ou moins de recherche. Ils ont leur branche type indé. Il y a Vertigo chez DC, chez Marvel, chez Icon. Mais je comprends ce que tu dis, hein, Jean-Yves. C'est vrai que pendant longtemps, ça a été traditionnellement ça. Mais j'avais vu autant en apporte-vent en BD fait aux États-Unis, c'est-à-dire l'histoire des États-Unis. Si, c'est-à-dire que des gens comme Alan Moore et Frank Miller écrivent énormément là-dessus maintenant. Alors ils vont avoir tendance à mettre un chapitre en plus vers l'avenir, donc c'est là où ça devient de la science-fiction et plus de l'histoire, mais toute la première partie est très documentée. C'est un travail de scénariste très sérieux, peut-être que Jean-David peut nous en parler aussi en tant que scénariste, mais j'ai l'impression que justement les Européens actuellement sont inspirés des grands scénaristes américains ou anglo-saxons dans leur sérieux. Ouais, ça se vaut en fait, mais je pense que ça se vaut, mais effectivement aujourd'hui il y a quand même vraiment de la BD mainstream aux États-Unis qui n'est pas du super-héros. Et après, en revanche, les Américains ils ont toujours raconté quand même ça, mais dans des graphic novels. Et à part, on peut pas dire que Will Eisner il n'est pas raconté l'histoire de l'Amérique. Will Eisner il a raconté que ça finalement. Donc, mais c'est pas en comics, c'est pas en floppies, c'est sous un autre format. Mais ça te fait. Moi je pense. Mais si, ils l'ont, mais en graphic novel, en BD indépendante. Quoi. Donc, mais pas chez Marvel, d'accord. C'est comme si c'est un peu comme si on disait chez Dupuis, par exemple, qui fait Spirou, etc., qu'ils n'ont pas de grande BD historique. Et c'est vrai, ils n'en ont pas, mais il y a d'autres éditeurs qui en ont. Donc, mais chez Marvel et chez DC, non, ça c'est sûr qu'ils n'ont pas. Là, je Marvel. Ouais. Ça, La culture américaine. Ouais. Qui est assez, d'abord, en BD, sur le super. Non. Enfin, depuis la guerre. Oui, mais non, parce que justement, il y a toute la BD, tout le côté underground qui a travaillé là-dessus. Alors, ils ont fait, chez les indépendants, l'underground, ils ont beaucoup raconté comment ils se droguaient, ils buvaient. Bon, ça, c'est encore une autre partie de la BD américaine. Mais non, il y a quand même des trucs, il y en a moins.
Malgré tout, c'est vrai. Et en fait, ce qui manque vraiment, je pense, dans la BD américaine aujourd'hui, même avec l'arrivée d'Image, ça reste quand même des grands récits d'aventure avec des héros qui se battent contre des créatures. Malgré tout, ça reste quand même axé sur la baston, mais il y a quand même des auteurs indépendants qui racontent d'autres choses, heureusement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la double, tu parlais tout à l'heure de la double temporalité, est-ce qu'ils n'ont pas ça? Il y a aussi un aspect parabole, c'est-à-dire que quand on lit Civil War qui est sorti il y a une dizaine d'années, Mark Millar là-dedans, à travers le vernis de super-héros, il revenait sur les réactions post-11 septembre, sur une montée un petit peu de certaines réactions politiques aux États-Unis sous le masque de super-héros. Donc finalement, il y a aussi ce côté lecture au second degré de certaines choses. Ça c'est sûr. Oui, non, il parle autant de trucs que nous, mais cela dit, c'est vrai qu'il y a moins de récits. Il faut quand même avouer qu'il y a quand même moins de grands récits historiques que chez nous. Ça, si vous voulez bien, j'ai une anecdote sur Civil War. Elle sera rapide. Après avoir fait le Wolverine, on avait travaillé avec des copains et Olivier Jalabert pour aller présenter des projets chez Marvel. Et donc il y avait Gérald Parel, par exemple, qui a depuis fait beaucoup de couvertures et tout, que Olivier a emmené dans ses cartons, et puis plein d'autres auteurs. Et donc je m'étais dit, je vais pas, comme moi je suis scénariste, c'est difficile d'être scénariste français aux États-Unis, la preuve, puisque j'ai fait une seule BD. Et donc ils ont. J'ai dit, je vais créer un projet, donc j'ai réfléchi, qu'est-ce que je pourrais faire comme truc et tout. Donc j'ai dit, je vais faire une bande dessinée, un comics où en fait je redistribuerai les rôles, c'est-à-dire il y aurait une nouvelle situation politique aux États-Unis, et puis il y aurait deux camps. Alors il y aurait des super-héros et des super-vilains qui se mettraient ensemble parce qu'ils défendraient un camp, et puis d'autres un autre. Et donc Olivier allait le défendre, j'avais appelé ça Civil War 2, parce que c'était la deuxième guerre civile américaine. Et donc il est arrivé chez Marvel, avec Joe Quesada et tout ça, il a dit, bon, bah, Jean-David Morvan, il a créé un projet, ça s'appelle Civil War 2, ils ont dit, mais vous avez accès à des documents secrets Marvel ou quoi? Bah non, pourquoi? Et en fait, Mark Millar était en train d'écrire ça. En fait, Civil War, donc c'était Civil War 1, mais maintenant ils ont fait Civil War 2, donc finalement mon projet est arrivé avec mon titre, ce qui n'est pas le même, mais c'était le même esprit. C'était intéressant de se dire que même nous en Europe et aux États-Unis, à un moment on arrive à un même, en lisant et en réfléchissant, même sans se connaître, on arrive à un même constat qu'on peut bouleverser un peu l'ordre établi et faire d'autres trucs. Donc c'était vraiment rigolo. Et Olivier me dit toujours qu'ils ont eu une angoisse pas possible quand ils ont vu ça, parce qu'ils croyaient que ça avait fuité. Et voilà, c'était assez cool. Si on peut peut-être changer d'image, s'il te plaît. D'accord, très bien. Il y a un facteur qui a beaucoup joué dans l'implantation. Voilà, c'est un facteur qui vole. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, qui est pendu à des trucs. Il y a eu des comics avant Marvel en France qui sont passés relativement inaperçus, qui étaient diffusés dans des petits formats ou au fond d'anthologie. Superman était publié dans les pages de Spirou sans que personne ne dise grand-chose. Et il y a vraiment un aspect fondateur au moment où Marvel est arrivé en France, parce que ça revendiquait d'abord ce côté comics américain, et il y a eu ces créations de dessins originaux, en particulier chez Luc, pour des couvertures. Il y a un type dont j'aimerais peut-être que tu nous parles un peu, qui était Jean Frisano, qui a fait beaucoup de couvertures, et je pense que ça a joué un rôle dans le fait de fixer l'attention du public français. Ces couvertures peintes, ça sortait un petit peu de l'ordinaire. Oui, ce qui sortait de l'ordinaire avec Jean Frisano, c'est qu'il faisait ce qu'on appelle la couleur directe. À l'époque, le dessinateur livrait un noir et blanc, surtout en matière de récit, les pages intérieures, mais aussi la couverture. J'ai très rarement abordé la couleur directe parce qu'on me demandait toujours du noir et blanc. Les couleurs étaient faites à l'époque à Intergraphica à Milan, en Italie. Et puis Jean Frisano est arrivé et a livré des couleurs directes, des aquarelles, des gouaches, etc. À l'époque, il n'y avait pas du tout d'ordinateur. Il fallait donc livrer en noir et blanc. J'ai gardé cette vieille habitude, je livre toujours en noir et blanc. J'ai fait quelques tentatives de couleur directe, mais je n'ai pas le talent de Jean Frisano et de notre ami. Alors, donc, il apportait quelque chose de nouveau, un peu plus captivant. Quelques Italiens faisaient des couleurs directes, certaines couvertures de 13-18 mensuels. C'était assez rare, c'était toujours bien fait, c'était très rare. Donc, Frisano, honneur à Jean Frisano, qui n'est plus des nôtres, et qui a laissé un fils et qui a repris un peu le flambeau, qui s'appelle Thomas Frisano.
D'ailleurs, Marvel Amérique était très impressionné par les couvertures européennes, le sérieux qui était mis dans le fait que ce soit des peintures et tout. J'ai souvent vu des réactions d'Américains disant que ça avait influencé certains artistes américains. Bah en plus, c'est une forme de photoréalisme qui devance de 20 ans Alex Ross. Alex Ross, qui est le premier grand photoréaliste. Si tu peux passer à la vue suivante, je crois qu'on a encore des couvertures de ça, voilà, à quoi ça ressemblait à l'époque classique. Et donc c'est complètement différent de ce que les comics américains avaient en couverture. Est-ce que c'est toi en tant qu'artiste, Paul, c'est quelque chose qui t'a parlé Oui, je pense. Quand j'étais plus jeune, j'en avais pas conscience, mais je me rends compte aujourd'hui que j'ai une approche des couvertures qui est très illustrative et très posée et surposée même, que je remarque pas moi-même, mais que les Américains constatent. Ils me font souvent la réflexion comme quoi il y a une espèce de lyrisme dans mes couvertures. Et je me dis bah oui, c'est comme ça qu'il faut faire une couverture, parce que je suis tellement habitué à voir ça dans les publications lues que mon œil s'est éduqué avec ça. Toi, tu fais de la couleur peinte, enfin, tu travailles un peu sur des techniques voisines ou Alors, j'ai commencé, oui, avec les aquarelles et les acryliques, pas mal de gouache aussi, mais bon, maintenant, je bosse en numérique essentiellement. Graphiquement, Mast, c'est des choses qui t'échappent un peu, ce genre d'effet peint dans le... J'ai l'impression que c'est pas le genre de genre Alex Ross ou ce type de dessin d'approche, c'est pas quelque chose qu'on voit forcément dans les Infinite Comics, non? Non, chez Marvel, je travaille quasi exclusivement en numérique, de toute façon. Mais quand je suis en festival, je fais de l'aquarelle. Non, ce que je veux dire, c'est que si tu travailles en tandem avec un dessinateur qui use de ces effets-là, est-ce qu'en termes de narration, ça pose un problème ou pas? Non, absolument pas. Donc, enfin, moi, personnellement, je travaille en numérique, mais sur les Infinite Comics, par exemple, Juan Bobillo, sur Amazing Spider-Man Who Am I, il envoyait ses planches chez Marvel encore. Donc c'est, je sais pas, à l'ancienne, quoi. Donc il n'y a pas de, on peut scanner, on peut faire ce qu'on veut. Donc ça peut très bien être une BD numérique, mais faite tout en peinture. Ça peut être, si on peut avoir Alex Ross pour un Infinite Comics, je suis content. Vous parliez de Moebius tout à l'heure. Est-ce que le Silver Surfer de Moebius, finalement, il n'a pas changé beaucoup de choses, non seulement dans le fait que, bien entendu, il y a un maître de la BD française qui aille faire un projet très repéré, beaucoup republié depuis, enfin reconnu. Est-ce qu'il n'a pas aussi changé des choses dans l'approche? J'ai l'impression que le fait que Moebius aille faire du surfeur a joué aussi dans l'autre sens, et qu'il y a des gens d'un seul coup qui se sont dit « mais je vais m'intéresser aux comics ». Personnellement, non, moi j'ai vu ça comme il n'y a que Moebius qui peut aller travailler là-bas. C'est comme ça que je l'ai vu, mais après il y avait Olivier Coipel qui était bossé sur Légion en fin des années 90. Et ça, je me suis dit, bah tiens, au final, c'est quand même possible. Après, il y a eu Paul, il y en a eu plein d'autres. Alors, c'est pas Marvel, il y a quand même eu Olivier Vatine qui a fait un Star Wars, un célèbre Star Wars pour Dark Horse à l'époque, qui a aussi montré que les Français pouvaient faire des choses directement pour les Américains. Olivier Vatine qui avait une influence américaine certaine dans ses productions françaises. La question était peut-être un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que je me demande si une audience française qui lisait pas forcément des comics, s'y est pas mis un petit peu parce que... Oui, ça plus au sérieux, certainement, parce que Moebius aurait pu s'en passer. Donc pourquoi s'est-il abaissé à faire sur le Silver Surfer si peut-être que c'était pas si bas que ça, c'était la question. Je pense pas qu'il était si payé que ça en réalité. Je pense qu'il a voulu élargir son audience, en quelque sorte s'implanter là-bas. Qu'il dit tu. C'est bien de vivre de son art aussi. Mais c'est vrai je pense qu'il a donné une classe un petit peu à tout ça, quoi. Puis Moebius n'étant pas non plus n'importe qui, ça favorisait. Et puis c'est vrai qu'en plus, il a fait ça à sa sauce, il a réellement personnalisé le projet, on sent bien que c'est pas l'esthétique que Stanley avait en tête sur ce type d'histoire, et donc il a donné l'idée qu'on pouvait aussi s'approprier ce genre d'univers en apportant son propre graphisme. Je crois que Jean-David veut... Non mais je pensais que Jérôme Moebius qui allait faire Spider-Man le Silver Surfer aux États-Unis, si on croit qu'on va pouvoir faire comme lui, c'est un peu si on a entendu un peu l'histoire de Jésus et qu'on pense qu'on peut marcher sur l'eau. C'est-à-dire c'est pas super évident non plus, quoi. C'est pas parce qu'il y a un mec comme ça un peu particulier qui l'a fait qu'on peut le faire. Mais effectivement, je pense que dans l'autre sens,
ça a peut-être donné confiance à des gens pour venir lire des comics. Et ce qui me semble très très bizarre, quand même, quand on y réfléchit, c'est de savoir que Strange se vendait à 150 000 exemplaires. Donc ça veut quand même dire qu'il y avait au moins 250 000 personnes, je pense, qui lisaient des super-héros dans les années 80. Et ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui lisaient. Et aujourd'hui, si on regarde les chiffres de vente des comics en France, on se demande un peu où ils sont passés, quoi. Parce que ces gens-là, ils ont à peu près nos âges. C'est un peu différent parce qu'à l'époque, tu passais forcément par le kiosque, là où aujourd'hui... Oui, mais plus personne va dans les kiosques. Donc. Non, mais aujourd'hui, tu as le marché des librairies qui s'est beaucoup ouvert, et donc du coup, il y a beaucoup de gens qui redécouvrent ça, qui refont justement les épisodes originaux, et les premiers épisodes de Spider-Man réédités justement sans la censure se vendent de manière très stable, très régulière. Donc sur la longueur... Qui n'ont rien à voir avec chez Chiffre, voilà. Oui, mais parce qu'on les regarde année par année, mais quand tu mets mis au bout du compte, un album par exemple, quand tu regardes certaines grandes sagas des comics, quand tu regardes en librairie le nombre de lecteurs qu'elles ont eu au bout de quelques années, tu arrives finalement dans des tirages qui sont assez voisins, mis bout à bout les rééditions. Juste peut-être une dernière question. C'était de la BD kiosque, il n'y a plus de kiosque. C'était de la BD presse. Le papier était très mauvais, du papier journal. La couleur était faite au procédé Bendé. La plupart, souvent en Italie, ça ne coûtait pas très cher. Les artistes étaient très mal payés. Si je vous disais qu'une page, à l'époque, quand je faisais une page, soit le Surfer de Nova, m'était payé à peu près 80 francs. 80 francs, la planche. Vous voyez, en euros à peu près. Une planche de micro, 150 francs. Une couverture à peu près le même prix. Il fallait faire 3 ou 4 pages par jour pour gagner sa vie. Alors les Argentins, je parle des Américains, ce qui ne m'étonne pas beaucoup d'ailleurs. Que peut-on dire des Mexicains alors évidemment, ces éditeurs à l'époque ont fait fortune. Pourquoi? Parce que à 150 000, 200 000 exemplaires, quand les artistes sont mal payés, quand le papier est de mauvaise qualité, les couleurs étaient faites en Italie pour des raisons aussi économiques, et les artistes ne touchaient pas de droits d'auteur. Toujours de l'argent qui rentrait dans les caisses de l'éditeur. Je n'ai jamais touché un centime de droit d'auteur, tout ce qui concernait les éditions Lug, y compris les super-héros. Jamais. En plus, on ne m'a jamais restitué les originaux. Il a fallu qu'un jour, avec Sirotota, j'aille dans la banlieue de Lyon, à Vèze, là où s'était installé Scénic France, qui était repreneur des éditions Lug. Une secrétaire, un samedi matin, qui était de permanence, nous a laissé la clé de la cave. On est descendu dans la cave, et avec Sirotota, on a rempli le coffre de la voiture avec nos originaux. On est reparti, on a remis la clé au crochet. Elle ne nous a rien demandé, la dame. Rien. On est reparti avec. Je les ai tous récupérés, enfin presque. Sauf Blake, 1865 planches qui ont été perdues en Italie. Voilà la condition de l'artiste à l'époque. Alors évidemment, il fallait vendre quand même à 200 000 pour toucher un petit peu d'argent. Les éditeurs, je ne les plains pas, à l'époque, ils sont tous retirés, fortune faite. Quand Claude Vistel a revendu les éditions Lug à Scénic France, les chiffres étaient en baisse, mais dans l'ensemble, la moyenne générale de la boîte était excellente. Sinon, Scénic n'aurait jamais racheté les éditions Lug à perte. C'est ensuite Scénic qui a revendu les éditions Lug. Ils avaient essayé de placer le Fantôme du Bengale, Garfield, etc. Et la licence Marvel leur avait été retirée. C'est une des raisons pour lesquelles ce genre de BD a échoué. Et puis en plus, j'ajouterai une dernière chose, la BD périodique n'existe plus. Le mensuel n'existe plus. Je trouve que c'est exagéré de dire ça. Il y en a quelques-uns, il y a beaucoup de lecteurs qui suivent ça sur ce format-là. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Mais là, l'exception est assez grosse quand même. Là, je vois, mensuel 1978, décembre. Aujourd'hui, on ne trouve plus ça sur les couvertures. Certains éditeurs essayent de revenir au périodique. C'est-à-dire, mettons, tous les 6 mois, tous les 3 mois, etc. Il faut trouver des artistes. S'il y en a parmi vous qui sont venus pour se mettre aux comics, faites l'effort d'aller voir quand même dans quelques kiosques, vous en trouverez, je vous rassure, vous pouvez vous y mettre. C'est ce que j'appelle le véritable périodique, c'est-à-dire d'abord bimensuel, mensuel, hebdomadaire. On peut toujours trouver des semestriels.
éventuelle, je ne suis pas sûr que ça existe, mais certains éditeurs essayent de faire, par exemple, dans la même série, 2 albums par an. Moi, j'appelle pas ça de la périodicité. La périodicité, ça sortait tous les jours à la même date, à la même date, à la même date. Ça n'existe plus, parce que le public a changé aussi. Hein. Et puis, il y a la télé, il y a la vidéo, il y a les petits machins, là, comment ça s'appelle, avec les pouces, là. Tout ça. C'est là qu'est la véritable concurrence de la BD. C'est pour ça que les chiffres BD ne sont pas terribles. C'est parce que derrière, il y a l'image, il y a le numérique. Voilà. C'est toi, c'est ta faute. C'est la vie d'un vieux dinosaure. Mas va avoir le mot de la fin parce qu'on va être rattrapé par le... Justement, je voulais juste revenir sur la question originelle. Moi, la première fois vraiment où je me suis dit, tiens, les artistes français peuvent travailler pour les États-Unis, c'était quand Thierry Mornay et Jean-Jacques Zialowski sont venus dans ma petite bourgade de Saint-Quentin en Picardie, ils sont venus se perdre là-bas. Et Jean-Jacques allait commencer à faire des épisodes de Thunderbolts, et je comprenais pas du tout comment il pouvait. Il a simplement expliqué à cette époque qu'il fallait faire des planches avant, sa propre série, démarcher les auteurs. Et c'est ce genre de choses aussi qu'il y a les artistes qui font des festivals, qui vont dans les bibliothèques, faire des conférences, expliquer comment ils bossent, comment on travaille, qui font qu'il y a des nouvelles vocations qui se créent, et aussi que les auteurs, les artistes, même enfants, etc., puissent savoir, ah oui, tiens, d'accord, c'est un métier possible, c'est envisageable, je peux peut-être décrocher ça. Ok. Écoutez, je vous rappelle que vous pouvez aller voir ou revoir l'expo sur la fan show de Marvel et d'ailleurs un certain nombre de couvertures inédites produites dans le cadre des 20 ans de Panini Comics, que vous pouvez retrouver en dédicace ou en démonstration sur le stand de Panini, Paul Renaud et Mast. Jean-David Morvan, donc, qui alterne entre le stand de Glénat et celui de Corette Édition, de Kim Jong-il, et Jean-Yves, qui lui est... comment... Non, tu es dans quelle bulle est le stand déjà? Le stand au chapiteau Parabédé, à côté des Halles, et le stand s'appelle Original Watt. Vous y retrouverez la plupart de mes anciennes couvertures, des anciens récits super-héros, et voilà un éditeur qui a ressuscité beaucoup de mes anciennes BD. Je serai présent en dédicace. Je vous remercie, et puis bonne continuation et bon festival.